Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec la Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Aujourd'hui, notre invité est la tête de liste Les Républicains pour les élections européennes, François-Xavier Bellamy. Bonjour. Bonjour. À 33 ans, vous voilà pour la première fois de votre vie à porter sur vos épaules une campagne électorale nationale, tête de liste d'une formation politique pour le moins désunie. Le choix de votre personnalité par Laurent Wauquiez a surpris, suscité des réserves au sein des Républicains et surtout des attaques parfois très sévères à l'extérieur contre votre profil catholique, très engagé dans le mouvement des veilleurs au moment de la loi sur le mariage pour tous. Mais les sondages semblent indiquer que l'intellectuel que vous êtes a su trouver le ton et les mots pour redonner de la confiance dans votre famille politique et susciter de l'intérêt chez les citoyens. Il est vrai que vous n'êtes pas tout à fait un novice en politique, puisque parallèlement à votre carrière de professeur de philosophie et à votre production littéraire, vous êtes aussi maire adjoint de Versailles depuis 10 ans. En 2017, candidat aux législatives, vous perdiez, face au candidat En Marche, la première circonscription des Yvelines. Vous serez successivement interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Alain Baron de Radio Notre-Dame, par Laurent de Boissieu de La Croix et Romain Mazenot pour RCF. Alors, avant d'entrer dans le concret des questions politiques, économiques, une question comme je le fais avec tous les candidats pour les élections européennes. François-Xavier Bellamy, quel est votre désir, votre rêve d'Europe ? Bien, d'abord, merci pour votre invitation et merci d'engager la discussion sur ce débat européen qui est effectivement fondamental. L'Europe dont je rêve, c'est une Europe qui nous permet de garder notre place dans le monde de demain, qui nous permet de transmettre ce à quoi nous tenons. C'est une Europe qui puisse nous renforcer au lieu de nous fragiliser comme aujourd'hui elle le fait trop souvent. L'Europe dont je rêve, c'est une Europe qui sait d'abord qu'elle n'est pas qu'un projet, qu'elle est une civilisation, qu'elle a 25 siècles d'histoire et que sur ces racines qu'il faut nommer à nouveau, bien sûr, nous pourrons puiser la sève dont nous avons besoin pour nous projeter dans l'avenir. L'Europe dont je rêve, c'est une Europe qui rompe avec la naïveté dont nous faisons preuve aujourd'hui sur la question économique et commerciale, on en parlera sans doute, pour faire face aux grands défis qui sont devant nous. Je pense au défi migratoire, bien sûr, qui est capital si nous voulons sauver l'équilibre du monde qui vient, au défi écologique, évidemment, et je pense, bien sûr, enfin, à ce défi fondamental qu'est celui de l'unité de nos sociétés qui sont aujourd'hui fracturées par les communautarismes qui nous menacent et qui risquent de nous séparer les uns des autres. L'Europe dont je rêve, c'est enfin une Europe qui sait qu'elle a un modèle singulier à constituer, à retrouver, ce modèle d'une unité entre des démocraties qui s'associent pour construire ensemble les éléments de leur avenir. Ce modèle, ça n'est pas celui de la division et de l'éparpillement des nations qui se sont fait trop longtemps la guerre, et c'est ce qui a été très longtemps la tragédie européenne. Ça n'est pas non plus le modèle d'un empire qui se ferait dans une uniformisation des peuples qui le constituent. L'Europe dont nous avons besoin, c'est une Europe concrète, efficace, qui permet de renforcer la souveraineté de nos démocraties au lieu de devenir le nom d'une forme de dépossession, d'une incapacité de maîtriser notre destin. Je fais partie d'une génération qui a pu croire que l'avenir consistait à gérer le déclin paisiblement ou le plus paisiblement possible, mais nous ne voulons pas de cette perspective, nous voulons pouvoir transmettre encore, et si je m'engage dans cette campagne, c'est d'abord comme enseignant qui a fait de la transmission son métier et sa passion, pour pouvoir transmettre encore tout ce à quoi nous tenons pour le monde de demain. Alors, transmission, et vous avez employé le mot tout à l'heure de racines, il n'y a pas de projet sans racines. En 2 mots, mais on y reviendra tout à l'heure dans l'émission, ces racines sont lesquelles ? Pour faire résumer, pour faire court. Les racines de l'Europe, elles sont effectivement l'occasion de ce qui fait notre identité d'aujourd'hui. Et ce sont bien sûr nos racines grecques. C'est le miracle de la naissance de la raison, du logos dans les cités de la Grèce antique, avec l'élaboration de cette délibération collective, la naissance de la démocratie. C'est bien sûr la loi romaine qui nous fait égaux devant la res publica, qui nous donne le sens de ce qu'est le droit dans cette chose publique qu'est la vie publique, la vie politique. Et enfin, évidemment, pourquoi ne pas le dire, pourquoi ne pas le nommer, ce sont nos racines chrétiennes, cet héritage judéo-chrétien qui a profondément marqué l'Europe et qui a mûri petit à petit dans la conscience européenne le sens de la dignité humaine. Et je crois, vous voyez, c'est un point fondamental. Nous vivons, et ça a été, je le disais à l'instant, le cœur de mon engagement, lutter contre cette crise de la transmission qui nous a fait tant de mal. Nous vivons dans une période curieuse de l'histoire, dans cette postmodernité où, au fond, on a acquis comme une évidence l'idée que pour se projeter vers l'avenir, il faudrait se détourner du passé, que le nouveau monde est forcément meilleur que l'ancien et que le nouveau monde suppose de rompre avec l'ancien. Dans le discours qu'il avait fait aux Bernardins devant les catholiques de France, Emmanuel Macron avait dit « Le débat sur les racines chrétiennes de l'Europe ne m'intéresse pas.
Moi, ce qui m'intéresse, disait-il, ce ne sont pas les racines, c'est la sève. Mais toute personne qui a planté un arbre un jour sait que pour avoir de la sève, il faut avoir des racines. Et nommer nos racines, c'est nécessaire pour nous projeter dans l'avenir. C'est l'une des grandes fautes, l'une des grandes erreurs de l'Europe et de notre pays, en particulier en Europe, que d'avoir entretenu ce déni en refusant de nommer nos racines dans les traités européens. Et au fond, c'est pour rompre avec cette crise de la transmission aussi que je m'engage dans ce débat. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy. Alors la première partie de cette émission, plus sur les questions économiques, c'est Alain Marron de Radio Notre-Dame qui vous interroge. Oui, quand même une petite question préliminaire. Vous nous avez parlé de votre rêve d'Europe. Or, précisément, cette Europe ne fait plus rêver en ce moment. On le voit avec le Brexit. Alors, sans revenir sur toutes les péripéties du Brexit, ça vous inspire quoi, la volonté des Britanniques de sortir? C'est une clarification ou c'est pour vous, vous en désolez? Vous avez tout à fait raison, l'Europe ne fait plus rêver aujourd'hui, et je le vois d'ailleurs depuis le début de cette campagne, je le vis d'ailleurs moi-même comme un citoyen français. Je sais bien à quel point aujourd'hui l'Europe donne le sentiment de nous fragiliser et même parfois de nous trahir. Je le vois au contact des chefs d'entreprise, au contact des salariés qui ont vu parfois disparaître leurs emplois, qui ont vu fermer leurs usines. Je le vois au contact des agriculteurs, dont beaucoup aujourd'hui éprouvent très douloureusement la concurrence déloyale que nous organisons nous-mêmes par notre propre naïveté. Et donc oui, c'est vrai. Cette élection européenne est fondamentale. Elle est un point de bifurcation décisif. Soit l'Europe change, soit l'Europe meurt. Alors évidemment, on nous dira que le fait de changer l'Europe, c'est un slogan qui a été bien longtemps entendu, c'est vrai, mais nous n'avons plus le choix aujourd'hui. Et l'intensité de la crise fait que cette transformation est nécessaire. L'intensité de la crise fait aussi, je le crois, que cette transformation est possible. Il faut que notre Europe rompe avec sa naïveté, qu'elle fasse enfin de ce marché unique un atout pour nous renforcer dans la mondialisation, qu'elle en fasse un levier politique pour défendre nos intérêts. Et au fond, je crois qu'il faut rompre avec cette vision de la fin de l'histoire, que nous sommes les derniers à entretenir encore en Europe, l'idée que toutes les barrières sont vouées à s'effacer, que toutes les frontières sont vouées à s'abaisser. Cette idée-là, d'une certaine manière, sur le plan économique, il n'y a qu'en Europe qu'elle prospère, et il faut mettre fin à cette naïveté coupable, sans quoi le projet européen sera durablement discrédité. Alors, vous êtes engagé dans une famille politique pour les européennes qui est plutôt d'essence libérale. En même temps, vous défendez des thèmes parfois protectionnistes, qui n'est pas du tout un mauvais mot, le protectionnisme. Alors, expliquez-nous un peu comment vous arrivez à combiner ces deux choses. La famille politique à laquelle j'appartiens, et c'est mon cas aussi, nous croyons à la liberté. Je crois profondément à la liberté. Et ce débat sur le mot de protectionnisme est un débat important. Mon sentiment, c'est que nous n'avons pas à nous résigner au fait de ne plus être compétitif, au fait de ne plus pouvoir agir dans le monde qui se dessine. Moi, je crois à la France, je crois au potentiel extraordinaire de la France. Et d'ailleurs, tous les jours sur le terrain dans cette campagne, je vois des entreprises qui inventent, qui innovent, qui sont capables de faire des choses extraordinaires. Je vois des savoir-faire qui nous viennent parfois de cette histoire très ancienne qu'on évoquait à l'instant et qui font aujourd'hui le potentiel de rayonnement de notre pays, y compris sur le plan économique. Le sujet, c'est que rompre avec la naïveté, c'est exiger une réciprocité absolue de la part de tous ceux avec lesquels nous partageons des échanges. Je ne crois pas qu'il faille nous replier sur nous-mêmes, je ne crois pas pour autant que nous puissions en rester plus longtemps dans cette situation où nous ouvrons nos marchés, nous ouvrons nos frontières alors que nos partenaires n'en font pas autant. Et prenons un exemple très simple. En Europe, 20% du PIB est constitué par les marchés publics. 20% de la valeur produite en Europe, souvent d'ailleurs sur des marchés qui ont une forte valeur ajoutée. Nos marchés publics sont ouverts à 95%. Nous sommes les seuls au monde à ouvrir à ce point nos marchés publics. Les États-Unis n'ouvrent les leurs qu'à 30%, la Chine 0%, la Russie 0%. Et donc, il est intolérable que nos entreprises ne puissent pas prendre des marchés publics en Chine quand des entreprises chinoises peuvent au contraire prendre des marchés publics en Europe. Dire cela, ça n'est pas du protectionnisme, mais c'est dire effectivement que cette exigence de réciprocité est nécessaire pour retrouver un équilibre dans la mondialisation et pour retrouver notre place aussi sur le plan économique. Vous dites qu'il faut donc des règles pour réserver les marchés publics européens aux entreprises européennes. Est-ce qu'il faut faire la même chose pour la France? C'est-à-dire, est-ce qu'il faut des règles aussi pour réserver les services publics français, pour faire simple, à la France et empêcher donc la concurrence des autres pays européens? Bien sûr, en tous les cas, il faut que nous en finissions avec une Europe qui aujourd'hui nous interdit de servir le bien de nos entreprises et de protéger nos emplois. C'est une évidence. Aux États-Unis existe ce qu'on appelle le Buy American Act. Vous avez le droit d'ouvrir un marché public à l'international seulement quand vous n'avez pas trouvé de quoi vous fournir sur le marché américain. Eh bien, il faut évidemment adopter un Buy European Act qui nous permettra
et encore une fois, je crois que c'est très frappant, et il y a un enjeu quasiment philosophique, qui nous permettra de servir d'abord le bien de ceux que nous sommes chargés de représenter et d'accompagner. Il n'y a qu'en Europe que nous croyons encore que le rôle des politiques n'est pas de servir d'abord la communauté pour laquelle ils sont élus. Donc il faut changer les règles, profondément. Évidemment, il faut rompre avec... Les règles, les directives, voire les traités, éventuellement, qui ont été... En tous les cas, il faut rompre avec une doctrine de la concurrence qui a été poussée jusqu'à une forme d'aberration. Encore une fois, nous croyons à la concurrence, nous croyons à la compétition, pourvu qu'elle se fasse à armes égales et avec une vraie égalité de traitement. Mais ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé au bout d'un paradigme. L'Europe, disons-le, a fait pendant très longtemps le choix de la consommation, le choix du consommateur. Et d'ailleurs, dans sa vision de l'économie, elle s'est réduite trop souvent à n'être que le lieu où on applique une doctrine de la concurrence au service du consommateur. Cette doctrine nous a fait du bien, disons-le aussi. La France avait une tradition de monopole d'État et l'Europe nous a permis de sortir parfois de certaines mauvaises habitudes. S'il n'y avait pas eu l'Union européenne, nous aurions sans doute en France aujourd'hui encore un seul opérateur de téléphonie mobile, par exemple. Donc il fallait évidemment faire jouer cette concurrence, cette liberté d'entreprendre. Et on comprend que l'Europe, sur ce marché unique, est promue de telles valeurs. Mais aujourd'hui, on l'a vu avec le cas du dossier Alstom-Siemens, on arrive à la fin d'un paradigme où nos acteurs européens sont mis en concurrence avec des entreprises étrangères qui ne respectent aucune des règles que pourtant nous leur imposons. Alstom et Siemens ont été empêchés de se rapprocher. On pourrait dire beaucoup de ce rapprochement qui, sans doute, appellerait bien des développements. Il n'avait rien de si évident. Mais enfin, tout le monde comprend le problème de logique que pose cette interdiction. Alstom et Siemens sont interdits de se rapprocher au nom de la doctrine européenne de la concurrence qui veut qu'on interdise les monopoles et que par ailleurs on retire la possibilité des aides d'État. Très bien. Mais face à nos acteurs se trouvent des entreprises chinoises ou américaines qui sont, dans le cas chinois par exemple, très largement soutenues par leurs États respectifs et dans des situations de monopole ou de quasi-monopole sur leur territoire de départ. Si le jeu ne se fait pas à armes égales, alors nous allons détruire nos entreprises au nom d'une doctrine de la concurrence qui défera y compris cette liberté à laquelle nous tenons tant et de façon si juste, j'en suis convaincu. Cette doctrine de la concurrence, c'est une espèce de naïveté portée au summum, en fait. C'est contre ça que vous voulez lutter, mais comment? En changeant les traités? En tous les cas, en changeant le droit européen tel qu'il existe aujourd'hui, et l'articulation, c'est surtout le plus important, entre notre politique commerciale et notre doctrine de la concurrence. Au fond, il faut que nous puissions faire en sorte de faire respecter cet équilibre de la concurrence sur notre marché unique, tout en assumant, lorsque c'est à l'international, de protéger nos entreprises. Et, pardonnez-moi d'être un peu technique, mais au fond, ce que nous voulons, c'est que le droit européen révise la définition de ce qu'on appelle le marché pertinent. Aujourd'hui, le droit européen s'applique uniquement en considérant le marché unique, alors qu'en réalité, nos entreprises font face à des concurrents étrangers qui viennent sur notre marché. L'arrivée de trains privés ou européens bientôt sur les lignes françaises, c'est une erreur pour vous? Vous le regrettez? Ce qui est sûr, je le disais à l'instant, c'est que effectivement, la doctrine de la concurrence nous a permis de sortir de quelques mauvaises habitudes. Et encore une fois, effectivement, il faut encourager autant qu'il est possible cette liberté, cette capacité d'ouvrir à la liberté d'entreprendre des marchés, parce que à la fin, effectivement, c'est le consommateur qui est gagnant. Mais je me permets de le dire sur le plan de la doctrine d'ensemble, de la vision que nous proposons. On a en Europe trop souvent, et en France en particulier, d'une certaine manière, on a trop souvent choisi le consommateur au détriment du salarié. On a choisi la consommation au détriment du travail. Et aujourd'hui, nous sommes en train de devenir une société, un pays, la France en particulier, un pays de consommateurs irrigués par de l'argent public. Depuis trop longtemps, nous sommes en déficit commercial, ce qui veut dire que nous consommons plus que nous ne produisons. Et par définition, nous empruntons l'argent de cette consommation aux générations futures. Eh bien, c'est cela qui, évidemment, ne peut plus durer. Mais quels alliés européens vous allez trouver pour opérer ce changement? Parce que dans beaucoup de pays, notamment, je pense aux pays d'Europe centrale, il y a beaucoup des représentants de ces pays-là qui se félicitent de cette mondialisation. La Hollande aussi. Et la Hollande. Vous avez tout à fait raison, et en particulier, le premier d'entre eux, évidemment, nommons-le, c'est l'Allemagne. L'Allemagne a réussi, avec des réformes importantes qu'elle a pu faire au cours des dernières années, à constituer une industrie très forte. Elle a un modèle depuis très longtemps, d'ailleurs, c'est aussi une partie de la culture allemande, un modèle très fortement exportateur et donc excédentaire commercialement. Et c'est la raison pour laquelle, pendant très longtemps, la voix de la France a été peu audible en Europe sur cette question. Mais je crois que nous sommes à un moment très important à saisir, parce que tout le monde a très bien compris, d'abord la crise dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et deuxièmement, tout le monde voit très bien que ce rêve d'une fin de l'histoire
et d'un affaissement des intérêts qui pouvaient occuper les citoyens dans le monde, ce rêve-là ne s'est pas réalisé. Aujourd'hui, la Chine a une politique commerciale très agressive, on le voit à travers le projet des routes de la soie. Les États-Unis sont capables de mettre en œuvre une forme de mercantilisme qui, évidemment, défend leurs intérêts. Et beaucoup de chefs d'entreprise me disent, partout où nous allons, que le America First de Donald Trump se traduit directement dans leur carnet de commandes. Cela, nos amis allemands le comprennent, ils le voient, ils le sentent. Et ils comprennent aussi qu'un modèle qui est très fortement exportateur, c'est un modèle qui les rend vulnérables à la décision politique de ces acteurs avec lesquels, aujourd'hui, ils font du commerce. Donc oui, il y a un moment à saisir. Et il faut que les Français comprennent que le début de ce mandat européen qui commence va être un vrai moment important. Soit nous arriverons à faire comprendre à nos partenaires en Europe qu'il est temps de réapprendre à produire ce que nous consommons, de rééquilibrer notre marché intérieur, de faire en sorte qu'en effet, avec cet atout fabuleux que constitue un marché unique de 500 millions d'habitants, nous puissions constituer un nouvel équilibre dans la mondialisation. Si nous ne le comprenons pas, alors, je le répète, effectivement, nous risquons de voir le projet européen durablement discrédité. Et j'en suis convaincu, il y a un moment à saisir, il y a évidemment un travail politique à faire pour aller convaincre nos partenaires. C'est le moment ou jamais, et c'est le moment de le faire. Vous dites plus d'accords commerciaux sans que ce soit approuvé, sans qu'il y ait un vote dans les parlements nationaux. Là, vous remettez complètement en cause la construction européenne, où justement on a confié, sur la base du consensus, à l'Europe le fait d'harmoniser la politique commerciale. Bien sûr que non, ça ne le remet pas en cause. On voit bien d'ailleurs que c'est déjà le cas pour un certain nombre de traités. Le CETA, dont on a beaucoup parlé, est sous l'effet d'une ratification par les parlements nationaux qui est en cours actuellement. Ce que nous voulons, nous, c'est que cette ratification soit systématique, parce que oui, c'est vrai, nous le disons, il faut rompre avec le libre-échange devenu religion, si je puis me permettre. Le libre-échange n'est pas un but en soi. Nous croyons, je le disais à l'instant, à la liberté de commercer, la liberté d'échanger. Nous croyons au marché, mais comme j'ai eu l'occasion de l'écrire dans un livre que j'ai publié il y a quelques mois maintenant, dans Demeure, le marché doit redevenir ce qu'il est, c'est-à-dire un moyen pour servir une prospérité partagée qui est la condition d'une société équilibrée, d'une société apaisée, d'une société juste. Et le but de la politique, c'est de construire une société juste. Ce n'est pas de servir le marché en tant que tel. Et donc oui, le marché doit être un moyen. Nous croyons au libre-échange lorsqu'il est favorable à ceux qui produisent chez nous, à ceux qui entreprennent, à ceux qui commercent. Et nous devons, et d'ailleurs nos partenaires le font très bien, ce qu'on peut reprocher à l'Europe, ce n'est pas d'avoir signé des traités de libre-échange. Ce qu'on peut reprocher à l'Europe, c'est que ceux avec lesquels nous avons signé ces accords savaient très bien défendre leurs intérêts dans ces accords. Et nous avons parfois été trop naïfs et nous avons parfois considéré que signer des accords de libre-échange pouvait être un but en soi. Mais nous disons, il faut que ces accords ne soient signés que s'ils servent la vitalité de notre économie, de nos emplois, de nos industries, de nos agriculteurs. Et nous imposons pour cela qu'effectivement, les États puissent avoir leur mot à dire. Et nous voulons imposer aussi qu'on puisse faire une évaluation a posteriori de ces accords pour voir quel a été leur effet. Oui, quand on vous écoute, on ne peut que penser aux propos du pape François sur les excès du capitalisme. Je me trompe ? Non, bien sûr, il y a évidemment une connexion, un lien, au sens où, voilà, ce n'est pas un mystère, vous le disiez en m'accueillant, je suis moi-même catholique. Je n'en fais pas d'ailleurs, on y reviendra peut-être, un étendard politique, mais évidemment, cette vision de l'homme inspire aussi mon engagement. Ce que je crois, c'est qu'il faut se garder de deux écueils en matière économique. Le premier écueil serait celui de considérer qu'en effet, le marché est un but en soi, je le disais à l'instant. Le but de la politique n'est pas seulement de faire en sorte que le marché puisse marcher comme il faut. Le but de la politique, c'est de mettre la prospérité que nous pouvons créer au service de l'humain, et c'est d'abord la personne humaine qui compte. Le deuxième écueil, ce serait celui devant les excès de ce capitalisme débridé qui, effectivement, a parfois contribué à discréditer l'économie de marché, que nous allions rompre avec l'aspiration à la liberté, avec le sens de ce que la liberté peut nous apporter. Vraiment, il faut que nous puissions construire une société prospère si nous voulons qu'elle soit juste. On ne peut pas redistribuer des richesses si on n'est pas capable de les créer. Et je vois aujourd'hui, dans ces deux tentations, un risque qui nous guette. Ce que je crois, c'est qu'il faut, et c'est aussi le travail et la responsabilité de notre famille politique, défendre le sens du juste échange, défendre le sens d'une économie prospère au service de l'homme, sans renoncer à la volonté d'une économie prospère, sans renoncer non plus à ce qui est sa véritable finalité. Merci Alain Baron. Nous marquons une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous nous retrouvons dans un court instant avec notre invité François-Xavier Bellamy. À tout de suite.
Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains pour les Européennes. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour, monsieur Bellamy. Bonjour. Alors, je suis revenu sur l'économie. Vous dénoncez, je cite, la naïveté, le libre-échange qui est une religion, vous prônez un juste échange. Mais au sein de la droite, il y a toujours des personnes qui ont toujours dit ça. Depuis toujours, c'était une minorité souverainiste. Philippe de Villiers, Charles Pasqua, Nicolas Dupont-Aignan ont toujours dit ça. En revanche, la majorité de votre famille politique, celle qui a soutenu le oui à Maastricht, le oui au traité constitutionnel européen, le oui au traité de Lisbonne, eux étaient contre cette minorité-là. Alors, en quoi aujourd'hui, parce que vous incarnez cette aile majoritaire qui a soutenu les traités, qui a donné cela, en quoi aujourd'hui êtes-vous crédible dans cette critique de ce que vous avez, vous pas personnellement, mais ce que votre famille politique a construit ? D'abord, la première chose, c'est que cette lucidité, elle n'a pas appartenu qu'à certaines personnes au sein d'une famille politique comme la droite. Prenons la question des accords de libre-échange. On a beaucoup parlé du CETA, par exemple. Le CETA a été l'occasion d'un travail approfondi de la part des députés de ma famille politique au cours des dernières années, qui n'ont pas tous voté le CETA. Arnaud Danjean, avec lequel j'ai été investi, s'est abstenu sur le CETA. Sur l'accord avec le Mercosur, qui était défendu... pas voté contre. L'accord sur le... Non, mais parce que le CETA, disons-le, c'est un accord de libre-échange qui a été travaillé au forceps et qui permet aussi de protéger 72 indications géographiques protégées dans notre pays. Allez parler avec des producteurs de comté du CETA, par exemple, ils vous diront que le CETA leur a permis d'éviter les contrefaçons qui se développaient au Canada. Donc il faut aussi, ce que je disais tout à l'heure, ne pas renoncer à signer des accords de libre-échange s'ils sont au service de ceux qui produisent dans notre pays. Et effectivement, il y avait sur le CETA des inquiétudes. Ces inquiétudes, elles ont été l'occasion d'une négociation difficile. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je ne suis pas le seul à dire dans ma famille politique qu'il faut rompre avec la naïveté et en venir à cette exigence d'efficacité et de lucidité. Deuxièmement, au fond, pour en venir à la question de fond, à titre personnel, j'ai voté contre le traité créant une constitution européenne. C'était l'un des premiers votes de ma vie, j'étais tout jeune. La famille politique à laquelle j'appartiens, comme toutes les familles politiques traditionnelles en France, c'était aussi le cas de la gauche, a été profondément divisée par ce vote. Ceux qui ont voté contre, excusez-moi, étaient très marginalisés. Ils étaient marginalisés, peut-être, mais ils n'étaient pas peu nombreux. Et ils ont eu l'occasion de s'exprimer fortement. Et des grandes voix de cette famille politique, déjà depuis de nombreuses années, dénoncent le danger d'une Europe qui s'éloignerait de sa vocation en devenant une fin en soi. Elle aussi, l'Union européenne n'est pas un but en soi. Elle ne peut avoir de sens qu'en se mettant au service de la souveraineté de nos démocraties. Je le redis, aujourd'hui, nous sommes là pour tirer les enseignements de ce qui n'a pas fonctionné. 2005 a été un signal d'alerte, parce que déjà, en 2005, nous pouvions voir que l'Union européenne s'éloignait de la volonté de la population française. Et il faut tirer les leçons de cela. Quand Laurent Wauquiez m'a proposé de conduire cette liste, c'était pour un propos et un projet qui sont très clairs. Nous sommes là pour construire une nouvelle page de l'histoire de notre famille politique, qui sera aussi une nouvelle page de l'histoire de la construction européenne. Et c'est nécessaire, bien sûr, de tirer les enseignements de ce qui n'a pas fonctionné dans le passé pour se tourner vers l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'on renie tout de ce qui a été fait dans l'histoire. Au contraire, il y a beaucoup de choses qui ont été construites jusque-là et dont nous sommes les héritiers. Je n'ai jamais cru, je vous le disais, à l'opposition de l'ancien et du nouveau monde. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut tirer les enseignements de ce qui n'a pas été pour se tourner vers l'avenir. Pour quelles raisons, vous-même, personnellement, vous étiez tout jeune, mais vous n'avez pas voté pour... Parce qu'il me semblait que ce texte contribuait à installer ce qu'on retrouve aujourd'hui, par exemple, chez Emmanuel Macron, dont je crois que le logiciel est de ce point de vue-là peut-être un peu dépassé déjà. Mais ce texte contribuait à installer l'idée que l'Europe devait devenir quelque chose comme un super-État. Il était question d'élire un président européen, d'avoir un ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne. Il était question, au fond, de cette volonté d'une forme de fédéralisme, puisque c'est le mot qui convient, et qui allait conduire à la fin au dépassement de l'échelle des États-nations. C'est la vision qu'Emmanuel Macron a présentée dans le discours d'Athènes, dans le discours de la Sorbonne, dans plusieurs entretiens, vision qu'il ne défend pas aujourd'hui dans ce rendez-vous européen, parce qu'il sait sans doute qu'elle est très profondément minoritaire en France. Elle est aussi marginale en Europe. Aujourd'hui, en Europe, on l'a vu avec la réponse de Mme Kramp-Karrenbauer au texte d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, en Europe, qui succède à il est Angela très Merkel clair. à la CDU. Exactement, qui succède à Angela Merkel. Annegret Kramp-Karrenbauer a répondu à Emmanuel Macron que l'Europe n'était pas un super-État, qu'elle n'avait pas vocation à le devenir. C'est aussi la vision que je partage dans ce débat européen. Malgré tout, au Parlement européen, vous avez siégé groupe PPE. Dans ses statuts, le groupe PPE prône le fédéralisme. Le parti PPE. Pas le groupe, mais le parti PPE qui se rapporte au groupe prône le fédéralisme.
il n'y a pas un manque de cohérence. Dans ce même groupe, il y a aussi Orban, dont une partie de famille politique a voulu la sanctionner, une autre partie n'a pas voulu. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de cohérence de ces familles politiques européennes? Et finalement, quelle serait votre famille politique européenne idéale? Alors d'abord, peut-être revenons sur le fédéralisme. Dans la charte du PPE intervient le mot fédéral. Mais ce mot fédéral ne désigne pas du tout, dans l'esprit de ceux qui l'ont laissé là, ne désigne pas du tout le fédéralisme qui contribuera à créer ce super-État européen. D'ailleurs, Annegret Kramp-Karrenbauer est l'une des grandes figures de la famille du PPE, puisqu'elle dirige donc cette famille politique allemande qui en est l'un des piliers. Ils ont déjà un État fédéral, donc le fédéralisme aux Allemands, ça leur va très bien. C'est pas un super-État, c'est seulement une superposition de plusieurs ordres étatiques. On ne va pas faire un cours de droit, mais pour être très clair, définir l'Europe comme une fédération, c'était l'intention de ce terme, une fédération, c'est-à-dire des États qui se fédèrent pour pouvoir travailler ensemble. Ça ne désignait pas du tout le fédéralisme. Je suis d'accord avec vous que ce terme prête à confusion et c'est aussi mon sentiment pour revenir sur les contradictions que vous évoquiez à l'instant, le PPE, je crois que nous avons aujourd'hui besoin de redéfinir notre vision pour l'avenir de l'Europe et pour ma part, j'espère pouvoir y contribuer comme parlementaire européen. Les textes fondateurs du PPE aujourd'hui sans doute méritent d'être revisités pour nous tourner vers l'avenir, pour actualiser notre doctrine et la vision que nous voulons partager. Et c'est, je crois, à partir de cela que nous pourrons remédier aux problèmes de personnes qu'on a vu surgir au cours des dernières semaines et qui ont parasité le début de cette campagne. Mais ce que je voudrais dire, encore une fois, vraiment, c'est de manière très claire que le PPE n'est pas fédéraliste au sens où je viens de l'évoquer et il est très facile de s'en rendre compte en voyant que personne ne reprend l'idée que Emmanuel Macron avait défendue, l'idée d'un budget de la zone euro avec plusieurs points de PIB, avec un ministre de la zone euro, l'idée de listes transnationales, toutes ces idées sont tombées à l'eau parce qu'Emmanuel Macron est très isolé dans cette vision fédéraliste en Europe qui n'est pas du tout celle de la famille politique à laquelle j'appartiens. Vous voulez moins d'intégration? Non, ce que nous voulons, c'est revenir à ce principe fondateur qui nous vient d'ailleurs là aussi de la tradition chrétienne, ce principe fondateur du projet européen qui est le principe de subsidiarité. L'idée, c'est au fond, avec pragmatisme, de se dire que nous devons faire ensemble ce que nous ferons plus efficacement ensemble que séparément. Et que, pour le reste, la décision doit toujours aller au plus petit échelon possible. Ce principe de subsidiarité, permettez-moi de le dire, nous gagnerions aussi beaucoup à l'appliquer de façon plus efficace dans notre vie politique française. On a besoin de retrouver un oxygène pour les territoires français. On a besoin de cesser cette asphyxie de notre vie territoriale. Je pense en particulier à ce qu'on appelle abusivement la suppression de la taxe d'habitation, qui n'est rien d'autre qu'une nationalisation de la taxe d'habitation. Au fond, on voit bien qu'on revient à une forme de jacobinisme centralisateur qui n'est pas favorable à la qualité de la décision publique. Et c'est vrai qu'en Europe aussi, cette centralisation abusive a parfois causé la difficulté que nous connaissons maintenant quand on produit des normes qui, par exemple, s'appliquent très mal à la réalité des territoires, on contribue malheureusement à discréditer le projet européen. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez voté non au traité constitutionnel européen, qui a ensuite été une partie, en tout cas, adoptée par le Parlement. Aujourd'hui, avec les Gilets jaunes, on a vu qu'il y a une demande de démocratie directe. Est-ce que vous seriez pour qu'il y ait un référendum obligatoire, par exemple, lors de nouvelles adhésions à l'Union européenne ou lors de nouveaux traités européens? Alors, sur les nouvelles adhésions, de fait, nous présentons dans ce projet européen une vision très claire. Nous croyons que l'élargissement trop rapide et sans doute mal maîtrisé de l'Union européenne a conduit pour partie à la paralysie que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, nous disons de façon très claire que nous ne voulons pas d'un nouvel élargissement. Nous le disons d'une façon très claire parce qu'il n'y a pas la même clarté dans d'autres familles politiques. Emmanuel Macron disait récemment encore à Trieste qu'il souhaitait l'entrée des Balkans dans l'Union européenne. Une partie des Balkans y est déjà, si on Une partie des Balkans y est déjà, mais encore une fois, la question, c'est celle des nouveaux élargissements. La question se posera, par exemple, en juin, de savoir si l'Albanie va ouvrir des négociations d'adhésion avec l'Union européenne. Nous disons très clairement que ça n'est pas opportun. Nous ne voulons pas non plus de l'élargissement de l'espace Schengen à la Roumanie, que, à Bucarest, le président de la République avait estimé légitime. Donc, il faut que sur ces sujets-là, nous ayons aujourd'hui une vision très claire et très forte. Et c'est aussi sur cette question que les Françaises devront se décider dans les semaines qui viennent. Est-ce que vous seriez pour, je reprends ma question, qu'il y ait un référendum obligatoire pour tout nouvel élargissement de l'Union européenne? Encore une fois, oui, disons-le si vous voulez comme ça. Mais je sais pas, moi je crois qu'il ne faut pas de nouveaux élargissements. C'est ma conviction profonde et je pense que c'est aussi l'un des enjeux de cette élection européenne. C'est un axe fort du projet que nous défendons, de la vision que nous avons de l'Europe. Disons-le aussi très simplement. Et si on doit défendre l'idée d'un référendum, c'est aussi pour cette raison. C'est que les élargissements disent aussi quelque chose de la vision que nous avons de l'identité de l'Europe. Une Europe qui ne sait pas
finir ses frontières, c'est une Europe qui ne sait pas se définir. Et il est triste, vous me demandiez ce qu'ont été les erreurs du passé de ma famille politique, je n'aurais aucune difficulté à reconnaître que le fait que certains aient pu croire que la Turquie avait vocation à rentrer dans l'Union européenne dit beaucoup du vertige dans lequel nous avons été saisis. C'était évidemment une folie parce que l'Europe, c'est une civilisation, ça n'est pas seulement un partenariat international comme un autre, et donc mettre fin à l'élargissement, c'est aussi pouvoir se dire que notre identité, elle contribue aussi, elle se constitue aussi par les frontières que nous posons. Parlementaire européen, vous voteriez contre toute ouverture de nouveaux chapitres d'adhésion de nouveaux pays? La réponse est oui. Au risque de voir la Chine, puisqu'on en parlait tout à l'heure, attirer ces pays-là? Alors il faut développer une politique de voisinage. Il n'y a aucune raison de ne pas traiter avec des pays qui sont limitrophes de l'Union européenne. Et encore une fois, c'est très frappant de voir à quel point souvent, dans le débat, c'est vrai aussi sur la question migratoire, toute frontière est perçue comme une coupure avec le reste du monde. Pas du tout. La frontière, c'est ce qui permet d'échanger avec l'autre. Il faut bien avoir une frontière pour pouvoir discuter, dialoguer, échanger et pour pouvoir justement engager aussi dans ce dialogue des négociations qui soient au service des intérêts mutuels de chacun. Mais évidemment, il faut dialoguer avec tous les pays des Balkans. Bien sûr que nous avons intérêt à dialoguer avec la Turquie. La Turquie est un acteur majeur, incontournable. Il faut dialoguer avec elle pour éviter la dérive qu'elle est en train de subir aujourd'hui. Il faut dialoguer avec elle parce qu'elle est un acteur indispensable sur la question migratoire. Sur tous ces sujets-là, bien sûr, il faut une politique de voisinage qui soit sans doute plus forte et plus efficace. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'absorber ou d'intégrer des États. Vous parliez de la Chine. La Chine va évidemment tenter de mettre dans son giron un certain nombre d'États. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle va en faire des États chinois. Donc nous devons, nous aussi, avoir la même stratégie, avoir, je pense par exemple au continent africain, une politique très intelligente pour pouvoir contribuer au développement de l'Afrique tout en arrimant le continent africain à ce dialogue avec l'Union européenne. Ça ne veut pas dire pour autant que tous les pays aient vocation à devenir européens. On parlera des migrants à la dernière partie de l'émission. Laurent de Boissieu, la Croix, pour la Croix. Référendum pour toute nouvelle adhésion, on est d'accord? C'est ce que vous avez dit. Disons oui si vous voulez, mais encore une fois, c'est pas si je veux. Vous êtes contre. Moi, je veux qu'il n'y ait pas de nouvelles adhésions. Donc s'il devait y avoir référendum, je défendrai évidemment l'idée que ces nouvelles adhésions doivent être l'occasion d'une opposition. Mais vous ne prenez pas officiellement position pour qu'il y ait un référendum obligatoire en France pour toute nouvelle adhésion. Comme ça a été le cas, Nicolas Sarkozy avait introduit dans la Constitution, ça a été ensuite retiré. Vous n'êtes pas pour cette mesure-là? Si, disons-le si vous voulez, oui, on peut dire qu'il faut évidemment un référendum pour toute nouvelle adhésion, mais avec cette réserve particulière que je ne veux pas, nous ne voulons pas, nous nous engageons à ne pas soutenir de nouvelles adhésions. Et référendum ou non pour tout nouveau traité européen? Je crois qu'il faut que les peuples européens soient effectivement associés au projet européen et que, d'une certaine manière, la date de 2005 a constitué aussi l'occasion de ce malaise démocratique que nous vivons aujourd'hui. Donc oui, je crois que la voie référendaire est importante. Je fais partie d'une famille politique qui croit au référendum. Disons-le d'ailleurs très simplement, on fait souvent à Nicolas Sarkozy le procès d'avoir fait repasser par la voie parlementaire ce qui avait été exclu par la voie référendaire. C'est partiellement inexact. Enfin, je crois qu'en tous les cas, le reproche est infondé pour deux raisons. D'abord parce que j'ai voté contre le TCE pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Je ne retrouve pas dans ce qui a été adopté par la voie parlementaire, ce que j'avais refusé dans le traité constitutionnel européen. Tout ce qui était dans le TCE n'est pas dans ce qui a été adopté par la parlementaire, et notamment l'idée d'une constitution européenne qui faisait effectivement de l'Europe le lieu d'un super-État rêvé. Et deuxièmement, parce que Nicolas Sarkozy s'était engagé sur cette perspective au cours de cette élection de 2007. Donc, je crois qu'il fallait que l'Europe puisse retrouver la voie d'un fonctionnement qui puisse lui permettre de sortir de la paralysie. Mais effectivement, la voie référendaire doit être privilégiée, me semble-t-il, pour reconnecter l'Europe avec la réalité de la démocratie. Une dernière question très courte de Laurent de Boissieu. Qu'on appelle populistes, entre guillemets, enfin, qui critiquent l'Union européenne de façon plus forte, qui veulent aller plus que vous, qui veulent aller très en arrière, peuvent bloquer le Parlement européen. En tel cas, est-ce que vous seriez prêt à co-gérer l'Union européenne avec les élus de la liste Macron? Nous avons fait le choix de la clarté et de la transparence. Le projet que vous avez sur votre table, ce projet est constitué de 75 propositions et ce projet dit la vision que nous avons de l'Europe. En Europe, le Parlement européen, c'est une construction qui repose d'abord sur des majorités de projets. L'interdiction de la pêche électrique, par exemple, qui a été votée il y a quelques mois de cela, elle a été soutenue par des élus de notre famille politique comme par des écologistes. Et donc,
Nous, ce que nous disons, c'est que nous sommes clairs sur le fond. En revanche, nous disons très clairement que notre vision politique n'est pas du tout celle qu'Emmanuel Macron a défendue au cours des derniers mois. Et donc, je ne crois pas qu'il puisse y avoir, sur le fond, une communauté de vision dans cette vision de l'Europe. Nous croyons à une Europe qui respecte profondément les États, et je crois que ce qui fait monter aujourd'hui la défiance que vous qualifiez de populiste, ce qui fait monter aujourd'hui cette défiance, c'est d'abord le sentiment que les États européens, que les peuples européens ont pu vivre une sorte de dépossession démocratique du fait du projet européen. Évidemment que cette défiance nous préoccupe, mais je crois que l'idée qu'il y aurait en Europe aujourd'hui d'abord un débat entre populistes et progressistes, c'est une idée qui va fracturer l'Europe. Et il faut se méfier beaucoup de cette perspective. Nous avons à construire un dialogue, nous avons à répondre aux inquiétudes qui s'expriment. Je ne fais pas partie de ceux qui joueront sur ces inquiétudes pour condamner le projet européen. Je ne fais pas partie non plus de ceux qui diront que tous ceux qui s'inquiètent sont par définition à exclure de ce dialogue européen. Merci François-Xavier Bellamy. Nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Nous nous retrouvons dans un court instant. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour la dernière partie de Face aux Chrétiens avec notre invité François-Xavier Bellamy, tête de liste pour les Républicains aux élections européennes. Il est interrogé dans cette dernière partie par Romain Mazneau de RCF. Bonjour François-Xavier Bellamy. Bonjour. Je voulais revenir sur la question des racines de l'Europe que vous avez évoquées au début de l'émission. Ces racines en partie donc judéo-chrétiennes que vous voulez inscrire dans les traités européens. Pourquoi relancer ce vieux débat qui date du début des années 2000 ? Est-ce que c'est justement pour justifier le refus de l'adhésion à l'Albanie, à la Turquie, on pourrait rajouter au Kosovo que vous avez évoqué tout à l'heure ? Pourquoi relancer ce débat ? Parce que c'est un débat fondamental. Et j'ai toujours pensé, d'aussi loin que je m'en souvienne, même quand j'étais encore étudiant, j'ai toujours pensé que ce refus d'inscrire nos racines dans nos traités fondateurs allait nous coûter très cher, que nous allons le payer concrètement. Et nous le payons aujourd'hui. Nous le payons parce que, je l'ai vécu comme enseignant, si nous ne savons pas dire qui nous sommes, alors comment réussir l'intégration de tant de jeunes qui grandissent dans notre pays, dans nos sociétés européennes, et qui se voient refuser un héritage à partager ? Nous ne savons pas leur dire quelle histoire ils peuvent rejoindre, quelle culture ils peuvent recevoir pour se reconnaître héritiers. Pour donner du sens à l'Europe. Pour pouvoir, pas seulement redonner du sens à l'Europe, mais pour pouvoir continuer de vivre ensemble de cette aventure commune. Ce que je crois, c'est que le refus de nommer nos racines est un symptôme du mal profond qui traverse nos sociétés. Nous ne savons pas dire qui nous sommes. Nous ne savons pas nous définir. On le voit sur nos billets d'euros. Pour la première fois peut-être dans l'histoire des civilisations, une monnaie ne porte pas les symboles fondateurs, les fiertés et les éléments qui rassemblent une culture et une société. Nous avons mis sur nos billets d'euros des ponts qui n'existent pas, des formes géométriques qui ne renvoient à rien. Et cela dit quelque chose du vide intérieur. Et c'est, je crois, profondément sur ce vide que prospère l'islam radical qui gangrène nos sociétés. Et on va parler de l'islam, c'est pour dire non aussi à ces pays que j'ai mentionnés, l'Albanie, la Turquie, c'est aussi pour cela ? C'est pas pour leur dire non, mais c'est évidemment parce que nous sommes européens. C'est parce que nous sommes européens et que cette Union européenne, elle est le résultat d'une histoire et que au-delà de l'Union européenne, il y a l'Europe, bien sûr. C'est à cause de tout cela que nous avons le devoir, effectivement, de pouvoir nous définir, c'est-à-dire aussi de nous finir. Alors, vous parliez de l'islam, c'est évidemment une question cruciale pour la France et pour l'Europe. Est-ce que vous partagez le constat du philosophe Bernard Manant quand il dit que... Pierre Manant. J'ai dit, bien oui, c'est Pierre Manant, bien sûr. Quand il dit, dans Situation de la France, qu'il faut être intraitable sur l'interdiction de la polygamie, du voile intégral, mais qu'en gros, sur tout le reste, il y a des moyens de trouver des compromis entre les citoyens français qui sont musulmans et le reste du corps social. Pierre Manant a, avec l'exigence intellectuelle qui le caractérise, affronté directement cette question de l'islam et en particulier, je crois, du communautarisme qui se développe dans notre pays. Je citerai aussi un autre texte qui est celui de Jérôme Fourquet, La France archipel. Cette France en train de devenir un archipel de communautés qui s'ignorent et qui se séparent. Ce que je crois profondément, c'est que nous ne sortirons de cette impasse que si nous savons partager de nouveau un lien commun, c'est-à-dire un héritage commun, une culture commune. Et ces racines que nous évoquions à l'instant, gardons-nous d'une grande erreur. Ces racines n'appartiennent pas à ceux qui, aujourd'hui, se reconnaissent comme chrétiens. Les racines chrétiennes de l'Europe, elles appartiennent à tous les Français, à tous les Européens. Et c'est non pas au nom de la communauté chrétienne, mais au nom de la nécessité de défendre la possibilité d'une communauté nationale et de la communauté des États européens que nous devons
défendre ces racines qui nous relient. Prenons quelques exemples simples. L'interdiction du travail du dimanche. Pourquoi est-ce qu'il faut la défendre? Pas parce qu'on est catholique. Je suis catholique, c'est vrai. Mais si je défends le fait que le travail du dimanche soit interdit, que le dimanche reste un jour singulier dans le calendrier de la semaine, c'est parce qu'une société a besoin de repères communs. Il se trouve que dans notre société, le dimanche est ce repère commun. On sait que ça a commencé à être libéralisé quand Nicolas Sarkozy était au politique pouvoir. Ne défend pas le dimanche. Les républicains quand Nicolas Sarkozy était au pas pouvoir, les républicains dans la ont famille politique favorisé le défendent. En tous les cas, vous me trouverez toujours du côté de ceux qui défendent cette interdiction. Je crois, c'est vrai, vous avez raison de le dire, encore une fois. Quand j'ai écrit Les Déshérités pour dire que notre éducation nationale était dans une situation de faillite collective, mais cette faillite, c'est une faillite partagée, évidemment. Toutes les familles politiques qui ont exercé le pouvoir en France ont quelque chose à voir avec la difficulté dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Je ne suis pas là, moi, pour me tourner vers le passé, pour distribuer les bons ou les mauvais points. J'ai 33 ans. Je ne prétends pas être plus intelligent que ceux qui m'ont précédé et je ne prétends pas leur faire la leçon. Ce qui m'importe, c'est de me tourner vers l'avenir en tirant des enseignements de ce qui n'a pas fonctionné. Et oui, c'est vrai, aujourd'hui, cette crise de l'intégration, cette incapacité de définir des repères communs, cette incapacité de nous relier les uns aux autres par ces rites, par cette histoire, par cette culture, par cette langue qu'il faut de nouveau partager et parler, eh bien tout cela fait qu'aujourd'hui, nous sommes en voie de devenir cet archipel dont parle Jérôme Fourquet. Sur le voile, vous l'évoquiez, on a trouvé un point d'équilibre ou il faut aller plus loin aujourd'hui? La question du voile est une question très difficile parce qu'elle touche à l'intime et je crois que nous devons, et c'est ma conviction première, être d'abord intraitables avec les règles que nous avons déjà définies. C'est trop peu le cas en France aujourd'hui. L'interdiction du voile intégral en particulier, cette interdiction doit absolument être respectée parce que, on le voit dans la belle philosophie de Lévinas, le visage est ce par quoi nous entrons en contact avec l'autre et que nous avons le devoir de faire respecter ce principe fondamental que la relation à l'autre est une relation, on parlait de réciprocité tout à l'heure, une relation d'ouverture. Interdire le fait de voiler intégralement son visage, c'est ce que notre droit prévoit et qui n'est pas toujours malheureusement appliqué comme il le faudrait. Certains peuvent choisir de vivre selon d'autres coutumes ou d'autres rites. Nous n'avons aucune difficulté à reconnaître d'ailleurs qu'il y a dans notre monde des pays qui vivent de la tradition islamique. Bien, très bien, reconnaissons au moins que nous vivons de la tradition chrétienne et que cette tradition chrétienne qui a fait justement l'idée petit à petit mûrie avec difficulté, mais l'idée d'une égale dignité des hommes et des femmes, cette idée-là, il faut pouvoir la défendre dans un monde où elle est trop souvent menacée. Romain Masneau. Vous proposez d'interdire les financements de l'islam venus de l'extérieur de l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas justement un problème de réciprocité? Qu'est-ce que vous direz aux organisations chrétiennes, aux congrégations, aux communautés qui veulent faire de l'évangélisation au Proche-Orient, en Afrique du Nord? Aujourd'hui, l'essentiel du culte dans notre continent européen est assuré par les fidèles et par les croyants. Et donc, ça viendra d'Europe. Comment? S'ils veulent faire de l'évangélisation dans les pays, dans le Moyen-Orient, en Afrique du Nord. D'abord, comme vous le savez, c'est un bon exemple. La réciprocité exigerait précisément que les pays du Moyen-Orient ou d'Afrique du Nord acceptent que des chrétiens vivent ouvertement leur foi de manière paisible et sûre. Et si on partait de cette base-là, les choses seraient déjà plus sereines. Nous n'avons aucune raison d'admettre, effectivement, que des États viennent financer le culte islamique en France, avec tout ce que cela impose, on le voit encore dans des études récentes, parfois de projets de radicalisation, de communautarisation. Nous n'avons aucune raison de l'accepter, alors même que des chrétiens sont interdits de pratiquer simplement leur culte dans ces États ou dans ces pays. Donc cette réciprocité, elle est importante. Interdire ces financements qui viennent de l'extérieur de l'Europe. Ce que nous croyons, c'est qu'il y a, ouvrons les yeux aujourd'hui, sortons de la naïveté. Christian Chesneau, Georges Malbruno viennent de sortir une enquête qui montre que le Qatar, par exemple, a un projet très précis en matière d'organisation des financements du culte musulman en Europe, qui permet évidemment de faire un travail politique aussi. Il y a un projet politique. Et moi, je l'ai vécu comme enseignant dans des zones de banlieue, dans des quartiers où l'islam est très présent et où l'islam est très structuré par des repères nationaux du fait de ces financements, de cette organisation. Nous n'avons pas vocation à laisser s'installer sur notre pays cette fracturation communautariste avec des gens qui ne s'identifient pas ou qui s'identifient moins à leur pays qu'à des États étrangers. Alors, on va parler d'immigration. Lors de sa récente visite au Maroc, le pape a répété que l'Europe devait accueillir plus de migrants. Est-ce que sur ce sujet, vous assumez une divergence de fond avec le pape ?
Je crois que l'Europe doit accueillir ceux qui ont besoin de notre solidarité. Et ça fait partie, bien sûr, de l'identité européenne. Si l'Europe est une civilisation, c'est dans cette civilisation qu'a mûri, par exemple, la magnifique idée de l'asile, la magnifique exigence de la solidarité envers ceux qui ont besoin de notre aide. Mais aujourd'hui, nous n'accueillons pas. Et c'est le pape lui-même qui, d'ailleurs, a dit et répété à de nombreuses reprises que l'exigence de l'accueil devait être une exigence d'accueil. C'est-à-dire qu'elle imposait aux États... La peur de l'immigration peut être instrumentalisée à des fins politiques. Pardonnez-moi seulement de terminer. Qu'elle imposait aux États d'avoir une prudence indispensable qui leur permettra d'intégrer vraiment ceux qui sont effectivement accueillis. Or, aujourd'hui, ce que nous vivons à travers les flux migratoires que nous ne savons pas maîtriser, ça n'a rien à voir avec l'accueil. Rien à voir. C'est simplement le fait d'abord de subir le fait que viennent illégalement sur votre territoire des gens qui... pour 70% de ceux qui demandent l'asile en France, ne sont pas éligibles à l'asile. Et qui pourtant, pour 4% d'entre eux seulement, seront reconduits à l'extérieur de nos frontières. Il y a une différence entre ouvrir la porte à celui qui vous demande votre aide et le fait de ne pas avoir de porte. Et si vous n'avez pas de porte, vous ne pouvez pas ouvrir la porte. Mais Romain Mazenot, vous faisiez remarquer que le pape demande de faire plus. Vous dites on va faire moins. Non, disons on va faire mieux. Aujourd'hui, nous avons besoin d'accueillir ceux qui ont besoin de notre aide. Et nous ne le faisons pas assez, nous ne le faisons pas assez bien. Moi, je regrette, par exemple, que dans les guerres qui ont déchiré, dans les persécutions qui ont marqué le Moyen-Orient dans les années très récentes, nous ayons montré si peu de solidarité à l'égard de ceux qui étaient persécutés, bien souvent pour leur foi chrétienne, dans ces États ou dans ces pays. Alors qu'à l'inverse, encore une fois, nous subissons une immigration qui n'a rien à voir avec de l'accueil. Les migrants économiques ont dit non, clairement. C'est facile de faire la différence entre ceux qui demandent l'asile pour des raisons politiques ou des raisons de persécution religieuse et les migrants économiques. Mais c'est nécessaire de faire la différence. Et le pape lui-même l'a dit d'ailleurs. Le pape lui-même l'a dit. Il a dit il faut distinguer avec soin ceux qui sont des réfugiés. Et lui, il parle beaucoup de la nécessité d'accueillir effectivement des réfugiés persécutés, de ceux qui sont directement victimes de la misère, de la guerre, vers lesquels, effectivement, notre solidarité doit pouvoir s'exercer dans la mesure du possible. Une différence majeure à faire entre ceux-là et ceux qui... Et encore une fois, je le répète, c'est l'immense majorité d'entre eux qui viennent sur le sol européen en étant, disons-le, je ne suis pas là pour les accuser, mais d'abord, mon premier sentiment est de les plaindre, en étant attirés par le mirage d'un Eldorado qu'ils ne trouveront pas en Europe. Je suis dans ma ville président d'une mission locale. Depuis des années, je m'occupe de cette activité magnifique qui consiste, en m'appuyant sur une équipe de salariés extraordinaires avec aussi beaucoup de bénévoles, à accompagner des jeunes qui sont en très grande difficulté dans leur intégration professionnelle. Beaucoup d'entre eux sont des immigrés arrivés récemment. Eh bien, je ne les envie pas. Et moi, je ne pointerai pas un doigt accusateur sur eux en les désignant comme des profiteurs du système social. Au contraire, je suis d'abord sidéré de voir le drame que nous causons du fait de cette impuissance en enfermant tant de ces jeunes venus d'Afrique dans une impasse qu'ils trouvent en Europe. Ces jeunes-là qui auraient pu contribuer au développement de leurs pays respectifs ne viennent pas d'ailleurs de pays dans lesquels ils sont dans des situations de misère absolue. On le sait très bien, ceux qui partent en Europe sont d'abord ceux qui ont pu réunir un peu d'argent, assez d'argent, pour payer malheureusement le business des passeurs qui les raquettent au passage et qui menacent leur vie sur la mer Méditerranée. Tout ça pourquoi ? Tout ça pour arriver effectivement dans des endroits où ils se retrouvent isolés, déracinés, déshérités et dépossédés de leur avenir. Vous proposez d'externaliser le traitement des demandes d'accueil aux portes de l'Europe, en Afrique du Nord, au Proche-Orient. L'Europe a déjà essayé avec les hotspots, ça n'a pas marché. Comment on fait pour que ça fonctionne, ça ? Nous ne proposons pas de créer des hotspots, c'est-à-dire des centres de migrants à l'extérieur de l'Europe. Nous proposons effectivement que les demandes d'asile soient effectuées, en revanche, via les réseaux consulaires ou les réseaux diplomatiques, en tous les cas, en dehors du sol européen. Quand vous êtes effectivement persécuté dans votre pays et que vous quittez votre pays en guerre, eh bien, vous n'arrivez jamais directement à Paris. Votre trajectoire vous fait passer par des États qui sont sûrs, des États qui sont en paix et dans lesquels il y a des services diplomatiques auprès desquels vous devez pouvoir effectuer une demande d'asile. De cette manière-là, nous ferons en sorte que n'arrivent en Europe que ceux qui y auront été légalement autorisés par des voies qui seront sûres et nous mettrons fin par ce moyen-là seulement au drame qui se joue chaque année en Méditerranée. Mais par ce moyen, nous ferons aussi en sorte que ceux qui ne sont pas éligibles à l'asile ne puissent pas rentrer sur le sol européen. Et c'est évidemment une nécessité absolue. Nous voulons bien, je le disais tout à l'heure, ouvrir la porte à ceux qui nous demandent d'entrer, mais nous n'avons pas non plus à supporter qu'aujourd'hui, la porte soit enfoncée tous les jours par des gens qui ne sont pas éligibles à cette solidarité. Une dernière question de Romain Mazenot. Alors, on connaît votre engagement personnel contre l'avortement. Quand vous entendez certains partis, comme la France Insoumise, proposer...
vouloir imposer le droit à l'avortement dans tous les pays membres de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça n'a aucun sens, pardonnez-moi, mais ça n'a aucun sens. Et la question européenne, on parlait tout à l'heure de subsidiarité, c'est la question de savoir comment nous pouvons agir plus efficacement ensemble que séparément. Et là, il y a évidemment une posture idéologique qui est totalement absurde. Ce que nous disons en revanche, c'est qu'il y a un sujet sur lequel nous pourrons effectivement être plus efficaces ensemble, un sujet majeur et dont on parle trop peu, je le regrette malheureusement, c'est sur les questions de bioéthique qui sont des éléments fondamentaux pour l'avenir de l'homme de demain. Vous voulez porter une initiative européenne sur ce sujet ? On se préoccupe à raison du destin de l'environnement. Mais si nous sommes vraiment écologistes, nous devons proposer, et c'est aussi évidemment la voix des chrétiens qui compte, une écologie intégrale qui se préoccupe aussi de l'homme, de l'humain que nous allons laisser au monde de demain. Et sur ces questions de bioéthique, il faut que nous puissions parler d'une seule voix en Europe. La France seule ne pourra pas être audible, elle ne sera pas suffisamment forte pour faire entendre cette voix. Il faut que l'Europe prenne la tête d'une initiative internationale pour faire en sorte de préserver l'humain de demain. Ça passe par l'interdiction de l'eugénisme et il faut que nous parlions d'une seule voix face à la Chine, bien sûr. Vous avez peut-être appris que des jumeaux sont nés pour la première fois, disent les Chinois, à l'issue d'une manipulation génétique. Il faut donc absolument que nous mettions fin à la dérive eugéniste qui pourrait menacer demain notre humanité. Et l'Europe est le levier indispensable pour cela, avec la force que lui donne cette union des 27 États. Et il faut aussi que nous engagions le dialogue avec nos partenaires européens, avec les États-Unis face à la GPA. Ça ne servira à rien d'interdire en France. Il faut maintenir l'interdiction en France de la gestation pour autrui, mais nous voyons bien qu'elle est contournée tous les jours par ceux qui vont la pratiquer par exemple aux États-Unis. Et donc nous devons pouvoir faire entendre à nos amis américains que si nous croyons à la dignité de l'homme, nous devons refuser la marchandisation du corps humain. Ça n'appartient pas qu'aux chrétiens, mais c'est aussi une voix que les chrétiens doivent porter. François-Xavier Bellamy, je vais vous demander, je vous donne 30 secondes, c'est très peu, mais 30 secondes pour conclure. Quel message vous avez envie de dire aux auditeurs et téléspectateurs de KTO ? Eh bien, je crois qu'il faut se tourner vers l'avenir, qu'aujourd'hui, ce défi européen est un défi fondamental. Bien sûr, l'Europe, on l'a dit, a très souvent déçu. Bien sûr, la politique a très souvent déçu. Elle a très souvent donné le sentiment de ne pas être à la hauteur. Mais je ne vois pas d'autre alternative que celle de faire le pari, font le pari de l'espérance, peut-être quelque chose qui parlera à des chrétiens, mais qui peut parler aussi beaucoup aux Français qui aujourd'hui se demandent s'ils ont encore un avenir. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire le pari de l'espérance et de nous tourner vers cet avenir en essayant de nous retrousser les manches pour faire en sorte que cet avenir soit vraiment humain. C'est ce qu'il faut tenter de dessiner ensemble. Merci beaucoup François-Xavier Bellamy. La semaine prochaine, il n'y aura pas de Face aux chrétiens car c'est la semaine sainte. Dans 2 semaines, nous aurons un Face aux chrétiens avec 2 invités, Jean-Christophe Lagarde pour l'UDI et Nathalie Arthaud pour Lutte ouvrière. D'ici là, bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.